C'est l'une des premières questions qui Ouais. s'est posée, notamment parmi mes clients qui utilisent l'IA pour créer des visuels, par exemple, et qui se disent déjà, est-ce que j'ai le droit de les utiliser? C'est des conditions générales, donc c'est du contrat. Elle dit, si tu veux utiliser ma plateforme, tu cliques sur j'accepte les conditions générales. Dedans, il y a une clause propriété intellectuelle. Tout ce que tu fais avec mon système t'appartient, mais c'est à tes risques et périls, et c'est toi qui vois, c'est ta responsabilité, ce que tu fais avec. Moi, j'ai utilisé l'IA pour créer, on va dire, une image. Et puis, il y a une autre marque qui va se dire, ça ressemble quand même très fortement à une de mes créations. Donc, elle va peut-être se demander, ok, comment j'agis? Est-ce que j'agis contre l'IA? Est-ce que j'agis contre la personne qui l'a utilisée? Pour éviter d'en arriver là, est-ce que moi, en tant que créateur de vêtements, je peux, d'une manière ou d'une autre, protéger mes créations pour que les fabricants d'IA, les constructeurs d'IA, n'utilisent pas mes créations pour entraîner leur IA? Bonjour Glynis. Bonjour Morgane. Je suis très content de t'accueillir aujourd'hui parce que j'avais envie d'avoir un sujet comme celui-ci, comme celui qu'on va parler aujourd'hui, qui est peut-être à la fois un peu technique, mais on va voir, on va essayer de le simplifier avec toi. Donc on va parler de loi, de juridique, de tout cet aspect-là autour de la mode et de l'IA, parce que tu es une spécialiste de ces deux secteurs. Mais du coup, je te laisse toi te présenter, nous dire qui tu es et tout ce que tu as envie de nous dire sur toi, on a envie de tout savoir. Ok, c'est un plaisir et un honneur d'être ici déjà, merci. Et alors je me présente, Glynis Makoundou, je suis avocate au barreau de Lyon et j'ai fondé en 2022 un cabinet d'avocats qui est dédié aux acteurs de la mode responsable, donc les marques en général, mais aussi les prestataires et les solutions qui les accompagnent. Et donc dans le cabinet, on les accompagne sur le plan juridique à 360 degrés sur toutes les matières du droit des affaires pour répondre à leurs enjeux spécifiques. Donc voilà, un petit peu plus sur mon parcours peut-être ou... Ouais, je veux bien en savoir plus sur ton parcours. J'ai oublié de mettre notre petit chrono. Tac, je le mets rapidement pour que je sache où j'en suis. Voilà, vas-y. Ok, alors mon parcours, il est à la croisée, on va dire, de la mode, du droit, de l'entrepreneuriat et du digital. Alors la mode, ou plutôt le vêtement, c'est quelque chose qui a été important pour moi très rapidement, surtout comme vecteur d'expression finalement de soi et d'appartenance à un groupe. Ensuite, le droit, c'est venu plus tard quand il a fallu choisir une orientation. J'ai eu la chance d'accéder à des formations qualitatives en droit des affaires. Donc j'ai fait un DJCE, qui est un diplôme de juriste conseil d'entreprise à Lyon. Qui équivaut à un Master 2 de droit des affaires et fiscalité. Et ensuite, j'ai voulu commencer à travailler tout de suite en entreprise. Et c'est là que j'ai découvert le digital. Je suis partie en Allemagne. J'étais dans une start-up qui était déjà assez en avance sur les sujets e-commerce et automatisation, legal tech. Ça commençait déjà à ce moment-là. Et j'ai pu donc être responsable de la partie France dans cette start-up allemande. Donc c'est là que je suis tombée vraiment dans l'univers du digital, que j'ai commencé à rédiger mon blog mode et que j'ai eu envie moi aussi de tomber côté entrepreneuriat parce qu'on accompagnait des e-commerçants et j'ai voulu avoir aussi mon site e-commerce et mon entreprise et c'est là que j'ai décidé de créer mon entreprise de mode donc qui commercialisait donc des bonnets et des pyjamas pour répondre à un besoin de niche aussi dans ce secteur. Donc voilà ce que j'ai fait pendant 3 ans. Et pendant ce projet, j'avais vraiment la volonté d'allier finalement toutes ces passions, digital, entrepreneuriat, mode, droit. Et ça s'est imposé à moi donc de créer un cabinet d'avocats. Donc je suis revenue en France à ce moment-là pour passer le CRFPA, donc l'examen d'entrée à l'école des avocats. Et puis ensuite, j'ai fait l'école des avocats. Et dès que j'ai prêté serment, j'ai créé mon cabinet donc en 2022. Waouh. Et alors... Du coup, sur cette partie, si je reviens juste un peu sur la partie mode, j'aime bien creuser, mais il y a une histoire derrière. Pourquoi est-ce que la mode t'y est intéressée? Pourquoi t'y es entrée? Peut-être une histoire familiale, je ne sais pas. Alors, pas franchement, mais la mode, en fait, pour moi, c'est vraiment le vêtement par lequel je suis rentrée. Les magazines de mode, dans mon adolescence, c'était un petit peu un futur souhaitable, on va dire, de ma chambre d'adolescente, dans un milieu un petit peu populaire. Je regardais les pages du Glamour, du Elle, et je me disais, ah oui, en fait, c'est vraiment ça. Et j'ai un peu forgé mon goût en regardant des publicités, donc finalement, des affiches. Et puis ensuite, j'ai pris conscience de l'importance de l'image, et finalement, l'image qu'on dégage à travers ces vêtements, les portes que ça peut ouvrir ou fermer dans certaines circonstances et justement en accédant à certaines écoles, ne serait-ce que le lycée ou le lycée du Parc à Lyon où j'ai fait ma scolarité, j'ai compris qu'effectivement un petit relooking pouvait être nécessaire.
Donc voilà, c'était pas toujours des expériences, voilà, c'est parfois dans la douleur, mais en tout cas, j'ai compris le pouvoir du vêtement. C'est quelque chose qui me fascine encore aujourd'hui. Et je me dis que finalement, ceux qui font les vêtements de manière manuelle, hein, que ce soit dans une usine en Chine, dans des conditions ou ailleurs, dans des conditions très compliquées, ou alors le créateur qui les pense et qui les dessine pour que nous on les porte, d'un bout à l'autre de la chaîne, tout le monde a son rôle et j'avais vraiment envie d'apporter ma pierre à l'édifice dans ce secteur. Ouais, ce que tu dis sur le pouvoir du vêtement, j'aime beaucoup. Alors, on va pas faire une grande analyse maintenant, mais toujours ce que j'aime bien dire, c'est que, en fait, la première fois que tu rencontres quelqu'un, tu lui as pas parlé, tu lui as pas demandé son prénom, tu lui as rien dit. La première chose que tu vas faire, c'est le regarder et voir comment il est habillé. Et il va tout de suite t'envoyer un premier message. Alors, qu'il soit bon ou qu'il soit pas bon, que tu l'interprètes bien ou pas, c'est pas grave, c'est le message qu'il te renvoie et toi, la manière dont tu vas l'interpréter. Et donc, c'est ça, en fait, le pouvoir du vêtement, c'est tu vas te dire une première chose sans avoir parlé finalement. Et ouais, c'est pour ça aussi que ça m'intéresse beaucoup, beaucoup la mode. C'est comment est-ce que tu communiques avec le vêtement. Et beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ce pouvoir de communication qu'a le vêtement. Donc ouais, ok, vachement intéressant. Alors, tu as parlé d'un autre truc sur lequel peut-être creuser un petit peu aussi, parce que finalement, tu as été entrepreneur dans la mode, tu as lancé ta propre marque. Donc, qui de mieux que toi pour conseiller d'un point de vue juridique, parce qu'au moins tu sais de quoi tu parles quand tu conseilles des gens. Oui. Tu nous parles un peu de cette marque, comment ça s'est passé, peut-être ton expérience, un petit retour d'expérience sur ça. Alors, j'ai lancé cette marque en 2018, je pense, et je commençais déjà à y réfléchir depuis un an avant. Je me souviens d'être allée à Première Vision de manière très naïve avec mon petit prototype que j'avais fait moi-même. Et chercher des fournisseurs. Puis bon, là, j'ai compris les volumes, le fait qu'il fallait avoir des dossiers techniques, etc. Mais bon, c'était bien. J'ai pu rentrer dans le milieu de manière assez concrète. Et finalement, j'ai décidé de faire les choses très simplement, c'est-à-dire tout moi-même. J'ai pris des cours de couture, j'ai fait mon premier prototype et puis ensuite, je me suis organisée pour les produire. Et j'avais cette appétence e-commerce, donc tout de suite, j'ai fait mon site, des beaux shootings, de la publicité, même pas de publicité, j'ai jamais fait de publicité payante, mais uniquement Instagram, Facebook, donc uniquement digital. Et c'était une belle aventure parce que finalement, je me suis rendu compte qu'avec avec peu, on peut quand même déjà arriver à se développer si on a la bonne niche. Parce que pour en dire juste un petit peu plus, ces bonnets, c'était des bonnets avec un intérieur en satin pour protéger les cheveux crépus, bouclés, frisés la nuit, super, qui ont tendance à se dessécher quand on est sur du coton. Et donc, en fait, ça répondait vraiment à un besoin de niche. Hein. À la base, c'était le truc classique. J'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc, je crée ce produit. Et voilà. Non, mais c'est super, ça a dû être une expérience géniale. Juste peut-être quoi, c'était un an et demi avant le confinement, quelque chose comme ça? Oui, et Ouais. ensuite le confinement, c'était parfait pour ce business puisque les gens étaient chez eux, voulaient prendre Ah soin de bah leurs oui, bien sûr. cheveux, dormir sur des oreillers jolis. Enfin, ils avaient tous le temps de s'occuper de ça. Donc ça a été une des meilleures années effectivement pour l'entreprise. Et en parallèle, j'étais à l'école des avocats, donc je savais déjà que j'allais arrêter. Et finalement, ce projet, c'était pour l'avoir vécu déjà, mais aussi pour pouvoir mieux conseiller les entrepreneurs que je m'apprêtais à accompagner. Je voulais avoir vécu leur quotidien, ne serait-ce que toucher du doigt leur quotidien, même à petite échelle. Ouais, voilà, carrément. Ouais. Là, tu l'as bien touché. Ouais. Ok. Bon, et alors, on est là, nous, pour parler un peu aussi d'IA. Oui. Donc, tu nous as évoqué la dernière partie, là, juste avant que tu lances ton cabinet d'avocat. Il y a eu toute cette partie aussi start-up dans le digital, ainsi de suite. Donc, vraiment, le blog, voilà. Toi, aujourd'hui, de ton expérience, de ce que tu as vu, comment la mode a évolué, et maintenant, avec l'arrivée de l'IA, comment est-ce que tu vois ça? Comment est-ce que tu appréhendes ça? Quelle est ton analyse par rapport à tout ça? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que ça te fait pas peur? Voilà, un petit peu ta vision générale autour de Oui. l'IA. Je pense que la mode, elle est, ce secteur est aujourd'hui en face de nombreux défis et que finalement pour les relever, elle a besoin d'outils, de nouveaux outils. Et l'IA, pour moi, c'est une opportunité qui s'ouvre pour tous les acteurs du secteur de la mode pour arriver justement à répondre à ces défis sociétaux, environnementaux et économiques du secteur. Donc je le vois de manière très positive. Et je pense qu'effectivement, ne serait-ce que d'avoir accès à l'information, de pouvoir tester les nouveaux outils, de réfléchir à des cas d'usage et à les intégrer petit à petit, c'est une opportunité de faire progresser toutes les entreprises aujourd'hui qui veulent faire les choses bien et qui se battent parfois contre des géants étrangers. Voilà. Oui, c'est vrai que on dit souvent que l'IA est en train de un petit peu rebattre les cartes de la chance, que chacun aura peut-être un peu plus de chance vis-à-vis des gros ou vis-à-vis
Est-ce que toi, tu te dis, si j'avais eu l'IA en 2018, peut-être, j'aurais pu faire certaines choses différemment lors du lancement de ma marque, d'un point de vue vraiment pratico-pratique, hein? Oui, alors je sais pas, je fais un petit peu le parallèle avec justement le digital à ce moment-là, parce que quand on Mhm. veut lancer une marque, on peut réfléchir tout de suite boutique, physique, ou alors trouver des points de vente. Et en fait, le fait déjà de pouvoir avoir un site e-commerce et de se lancer un peu comme ça, c'était déjà un avantage. Et avec l'IA, oui, peut-être pour des shootings, des descriptions produits, pour Ouais, rationaliser certains process, calculer automatiquement des prix, des marges. Oui, ouais. forcément. Ou pour internationaliser, traduire un site. Il y a des choses qui sont beaucoup plus accessibles, on va dire, aujourd'hui, même sans avoir toutes les compétences. Après, je pense que derrière, il faut quand même avoir une stratégie, parce qu'on peut aussi vite perdre son temps sur un outil d'IA en testant plein de choses, et au bout de 2 heures, on s'aperçoit que ce qu'on voulait faire, on l'a toujours pas fait, mais bon, et qu'on s'est un peu éparpillé. Donc, je crois qu'il faut quand même, avant de commencer à mettre les mains dans l'outil, avoir sa stratégie en tête. Et ben alors justement, toi, tu utilises un petit peu l'IA dans ton quotidien. Alors maintenant, peut-être du coup d'avocate, ou alors même dans ton quotidien personnel, est-ce que tu as des cas d'usage de l'IA? Alors oui, l'IA dans le monde du droit, c'est également un sujet qui est en discussion auprès des confrères. Voilà, comment les avocats peuvent s'en emparer, etc. Donc discussion un peu différente que celle de la mode. Mais moi, personnellement, je l'utilise au cabinet pour des tâches. Ça va être améliorer des traductions, améliorer quelques emails. Alors rien qui ne concerne les dossiers pour Ouais. des raisons de confidentialité, etc. Ou alors de manière extrêmement anonymisée. Je vais l'utiliser voilà, dans ces cas-là, ou alors pour faire des brainstorming, ou pour ma communication, parce que j'ai beaucoup de canaux de communication, LinkedIn, Instagram, pour lesquels voilà, trouver des nouvelles idées de sujets, un titre SEO pour un article de blog. Pour l'instant, j'utilise de cette manière, et puis bien sûr, je me renseigne sur tous les cas d'usage de mes clients de l'IA, et c'est surtout c'est surtout là que je découvre des nouveaux cas d'usage, notamment en école de mode, où je donne des cours Ok. de droit, et où Ouais. les étudiants commencent à me poser des questions depuis cette année sur le sort de leur création avec l'IA, et voilà, sur ce qu'ils ont le droit de faire ou pas avec cet outil. Donc ça devient concret dans les dossiers aujourd'hui, les problématiques des clients. Ouais, bon, on va en parler là de toutes ces questions-là qui sont vachement importantes et qui, je pense, intéresseront pas mal de personnes effectivement ici qui nous écoutent. Mais juste avant de rentrer là dans ces questions un peu plus techniques, ce que j'aimerais savoir, c'est aujourd'hui. Alors l'IA, bon, elle a déboulé comme ça, même si ça fait 70 ans qu'elle existe, hein, on le sait, mais elle a déboulé dans nos vies parce qu'elle est devenue accessible à nous, communs des mortels, non plus aux chercheurs ou aux ingénieurs. Et d'un point de vue juridique, qu'est-ce que tu en penses, quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, on est totalement dans le flou au niveau de l'IA et c'est un peu le Far West? Ou est-ce qu'on commence à se structurer? Est-ce qu'il commence à avoir des règles à se mettre en place? On peut peut-être parler de l'IA Act, ainsi de suite. En fait, à chaque innovation, c'est toujours un peu le même mécanisme. Le droit ne peut que suivre, puisque finalement, les règles, elles viennent encadrer des choses qui existent et on se dit qu'il faut les encadrer derrière. Mais quand l'innovation arrive, on a déjà des règles de droit en place avec lesquelles on raisonne et qu'on essaye d'appliquer. Des concepts en fait qu'on essaye d'appliquer aux nouvelles situations. Donc c'est un peu ce qui s'est passé avec l'IA qui a d'abord été analysée sous le prisme du droit d'auteur, les règles du droit d'auteur qui existent aujourd'hui, pour arriver à des solutions pas toujours satisfaisantes et donc du coup la réglementation évolue. L'IA Act, oui, c'est un règlement européen qui vient d'être publié, là, qui va rentrer en vigueur par palier jusqu'à être complètement applicable en 2026, qui vient encadrer en fait les obligations des fournisseurs d'IA ou des développeurs, donc ceux qui créent des modèles d'IA ou des systèmes d'IA, en fonction du niveau de risque du système ou du modèle créé, encadrer plus ou moins leur usage. Alors c'est intéressant ce que tu dis. Du coup, ça vient encadrer les fournisseurs, ceux qui créent l'IA, ceux qui font l'IA, mais pas ceux qui l'utilisent encore alors? Alors très peu, Ah oui. puisque finalement les IA sont classées par niveau de risque, certaines sont complètement interdites et d'autres vont être soumises à des obligations de transparence, de documentation, de contrôle, pour s'assurer qu'en fait elles respectent le double objectif de respecter tous les intérêts en présence donc, et le droit applicable, mais sans freiner l'innovation pour autant. Et en fait, moins l'IA est risquée, moins elle est encadrée, et à la fin, les utilisateurs l'utilisent finalement sous leur propre responsabilité et se doivent, eux, de respecter les lois et règlements en vigueur quand ils
utilisent l'IA et de vérifier que les systèmes qu'ils utilisent sont bien, eux, conformes aux obligations du règlement. Donc ça va être plutôt en bas de chaîne, s'assurer que les outils qu'on choisit ont bien fait leur travail et sont bien conformes finalement. D'accord. Alors, bon, j'ai un million de questions, mais tu parlais de faire en sorte que ça soit quand même bien réglementé, bien régulé, je n'ai pas les bons termes techniques peut-être, mais sans freiner l'innovation. Et alors ça, c'est intéressant parce que pour quelqu'un qui travaille dans la tech comme moi, des fois, on a envie de foncer tout droit et dire innovons, 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 faisons les trucs les plus grands possibles sans se préoccuper peut-être des lois. Toi, quel est ton regard par rapport à ça? Est-ce qu'aujourd'hui, l'IA Act va vraiment permettre de nous laisser continuer à travailler, à faire évoluer l'IA sans trop nous freiner? Quel est ton sentiment par rapport à ça? On a des dispositions qui se veulent assez mesurées tant que l'IA n'est pas mise à disposition du public. Donc en fait, tout ce qui se passe avant que le système ne soit commercialisé ou rendu accessible à tous, ça reste encore relativement libre. Et on a aussi cette notion de bac à sable où on peut créer, justement, expérimenter. Et c'est seulement ensuite quand le système va être confronté à des personnes qui peut-être maîtrisent un petit peu moins l'IA ou alors qu'il va être mis en œuvre et utiliser des données personnelles, etc., que l'encadrement commence. Donc en fait, l'objectif, c'est quand même de laisser toute cette phase de recherche et d'innovation assez libre. Ah, et donc les chercheurs, finalement, aujourd'hui, sont encore assez libres d'explorer. Oui, par exemple, on a cette exception de la fouille de données. Enfin, on rentre dans un truc déjà technique, mais c'est possible, en fait, de réaliser des fouilles de données et d'images pour récupérer, en fait, des informations et travailler avec, sous réserve ensuite de les détruire et de les conserver de manière sécurisée pendant qu'on les utilise. Et dans ces informations, on a des éléments protégés par un droit d'auteur. Et l'auteur doit lui faire un opt-out, c'est-à-dire il doit marquer ces informations, peut-être avec des métadonnées, pour dire je refuse que la représentation de mon œuvre, par exemple, ou mes photographies, soit utilisée dans le cadre d'une fouille de données par un concepteur d'IA ou toute autre personne qui réalise de la fouille de données. Donc déjà, on voit que l'objectif, c'est quand même de laisser l'accès aux données, de permettre quand même aux auteurs de préserver leurs droits de propriété intellectuelle, mais de manière proactive. Donc, le sens de la réglementation est quand même vers l'ouverture. Alors justement, si on parle de cette propriété intellectuelle, de ce droit d'auteur, alors, à qui appartient tout ça? Tout ce qu'on fait. Alors, même pour moi, c'est encore assez flou, quoi. Je fais quelque chose avec l'IA, enfin, j'ai plein de... Est-ce que ça appartient à qui? C'est l'une des premières questions qui s'est posée, notamment parmi mes clients qui utilisent l'IA pour créer des visuels, par exemple, et qui se disent « Ah mince, alors déjà, est-ce que j'ai le droit de les utiliser? Est-ce que ça m'appartient ?» Et là, il faut se poser la question justement par rapport au droit existant. Si on part du droit d'auteur, en France, c'est un droit qui est accordé à toute personne qui va créer une œuvre originale, sans qu'il ait de formalité nécessaire, pas de dépôt ou quoi que ce soit. Donc, le critère, c'est l'originalité, mais c'est aussi une création par une personne humaine. Donc, toute création qui est réalisée par l'IA, c'est-à-dire où l'humain n'a pas le moyen d'exprimer l'empreinte de sa personnalité ou de faire des choix créatifs, ne maîtrise pas en fait ce qui va sortir de l'outil à partir des données qu'il a rentrées, ça ne peut pas être une œuvre protégée par le droit d'auteur. Donc ça, c'est la règle de base. Ok. Donc, alors, attends, je reformule pour être sûr moi-même d'avoir bien compris. Donc, le droit estime que ce que je fais avec l'IA, je ne le maîtrise pas. Donc, ça ne peut pas être protégé par le droit d'auteur? Ou je dis une bêtise? C'est ça, en fait, ce qui sort, on va maîtriser le prompt, on va maîtriser ce qui rentre. Ensuite, la machine, les données qu'elle va utiliser pour l'analyser, pour ensuite créer des données de sortie, etc., s'il n'y a pas de maîtrise sur ce process, ce qui sort, finalement, n'est pas créé par l'humain. Il n'a pas eu la maîtrise totale de ce résultat. Et donc, ce n'est pas susceptible de protection par le droit d'auteur. Ah, ok. Après, quand on regarde les conditions générales des systèmes, parce que la question qui pourrait se poser, c'est est-ce que ça appartient au développeur de l'IA ou à la personne qui a mis le système à disposition? En général, ce qui est prévu, c'est que tout ce qui est fait avec l'IA appartient à la personne qui l'a utilisé, c'est-à-dire que la plateforme d'IA cède les droits, s'ils existent. Mais la contrepartie, c'est que la personne est totalement responsable du prompt, c'est-à-dire de ce qu'elle a demandé, et de ce qui sort. Donc, ça permet aussi à la plateforme de se dédouaner si, par exemple, une personne crée des œuvres contrefaisantes ou des œuvres illicites avec l'IA.
par le fait de ces instructions, la plateforme pourra se dédouaner, ou en tout cas espère pouvoir le faire à partir de cette clause. Donc ça, ce sont finalement les plateformes qui, dans leurs conditions générales, créent cette règle. Voilà, c'est des conditions générales, donc c'est du contrat. Et si tu veux utiliser ma plateforme, tu cliques sur j'accepte les conditions générales. Dedans, il y a une clause propriété intellectuelle. Tout ce que tu fais avec mon système t'appartient, mais c'est à tes risques et périls et c'est toi qui vois, c'est ta responsabilité ce que tu fais avec. D'accord. Et est-ce que ça tient? Alors du coup, parce que j'ai l'impression que ça vient un peu en contradiction avec le reste. Et est-ce que demain, je sais pas, moi je veux attaquer Midjourney ou je ne sais quoi pour X raisons. Est-ce que devant une juridiction, devant un juge, ça tient? Qui a raison dans les deux cas? Est-ce que c'est la plateforme qui m'a cédé les droits alors que c'est une règle qu'elle a créée elle-même? Ou est-ce que c'est la loi qui dit qu'en fait je ne maîtrisais pas ce que j'ai fait? Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un petit flou là. Oui. Ou alors c'est moi qui comprends pas peut-être. Non, je pense qu'il faut distinguer deux cas parce qu'en fait, les litiges vont venir concernant l'œuvre qui est créée. Ouais. Donc, moi, j'ai utilisé l'IA pour créer, on va dire, une image. Et puis, il y a une autre marque qui va se dire, ça ressemble quand même très fortement à une de mes créations. Donc, elle va peut-être se demander, OK, comment j'agis? Est-ce que j'agis contre l'IA? Est-ce que j'agis contre la personne qui l'a utilisée? Et donc, finalement, si elle agit contre l'IA, l'IA va dire, dans mes conditions générales, c'était marqué, c'est pas moi. Donc, après, il reste l'action contre la personne qui a utilisé l'IA. Et donc là, ce qui va être analysé de manière très pragmatique, ça va être le risque de confusion entre l'œuvre créée par l'IA et l'œuvre de l'autre marque qui attaque. Et finalement, le fait que ça a été fait par une IA ne joue plus vraiment de rôle. On va être sur la contrefaçon. Et la personne qui a créé cette œuvre contrefaisante, peu importe comment, quelque part est responsable de sa diffusion et de son usage dans la vie des affaires. Donc on retombe sur des mécanismes juridiques connus. D'accord. Je peux pas dire c'est pas de ma faute, c'est l'IA. Moi je sais pas ce qui s'est passé derrière. L'IA a fait ça, moi j'ai pris. Hein. Ça, c'est pas, on peut pas se. Alors oui, toute la responsabilité arrive dans le moi j'ai pris, puisque finalement Oui, on voilà, pourrait ok. aussi se dire mince, ça ressemble trop, c'est pas encore assez abouti et je vais continuer à le travailler. Je vais soit le retravailler manuellement, soit affiner mes prompts pour avoir quelque chose qui ne contrevient pas aux droits de tiers. Mais si je décide de l'utiliser tel quel, je peux pas me dédouaner justement en disant c'est l'IA, c'est pas moi. Ok. Oui, vas-y. Après, oui, peut-être sur l'autre problématique qui était sur le flou, c'est sur la reconnaissance des droits d'auteur. Et là, on peut s'appuyer sur quelques exemples qui ont pu avoir lieu outre-Atlantique dans le cadre de la procédure de copyright, qui est un petit peu l'équivalent du droit d'auteur, mais qui nécessite un dépôt. Et donc, lors de ce dépôt, on a un examen des conditions de validité du dépôt, ce qui n'est pas le cas en France puisqu'il n'y a pas de formalité à faire. Donc, on a déjà pu se poser la question sur des œuvres créées par l'IA, par exemple une bande dessinée. Est-ce qu'elle est susceptible de protection par le copyright, donc par l'équivalent du droit d'auteur? Est-ce qu'on peut dire que c'est une œuvre faite par un humain? Et donc, l'auteur de cette bande dessinée avait expliqué que les images avaient été faites par une IA, mais que le texte était le sien. Et finalement, le copyright a été retenu sur l'œuvre dans sa globalité, parce que c'est elle qui a agencé les différents éléments, le texte, les images, etc. Et sur le texte de la bande dessinée, mais pas sur les images qui, elles, ne sont pas l'objet d'une création humaine. Donc il y a eu une différenciation entre ces éléments. Et tout ça, après, ça fait des jurisprudences qu'on peut réutiliser ou... Alors là, ça nous donne plutôt des pistes, puisque c'est aux États-Unis sur une législation sur copyright. Mais en France, comme il n'y a pas de dépôt, les litiges ils vont arriver plus tard, puisque c'est au moment d'un litige sur le droit d'auteur que devant le tribunal, l'auteur va devoir prouver que c'est son œuvre et qu'elle est originale. Et à ce moment-là, en face, la partie adverse, si elle arrive à prouver que ça a été fait avec une IA et que finalement, c'est pas susceptible de protection par le droit d'auteur, l'action en contrefaçon de droit d'auteur, elle tombe, puisqu'il n'y a pas de droit d'auteur. Donc, en fait, ce sera plus en moyen de défense dans des litiges à venir. Ça va peut-être durer encore 2-3 ans pour qu'on ait des jurisprudences françaises sur le sujet. Ok. Et justement, pour éviter d'en arriver là, si on remonte un petit peu la chaîne, est-ce que moi, en tant que créateur de vêtements, je peux, d'une manière ou d'une autre, protéger mes créations pour que les IA, ou en tout cas les fabricants d'IA, les constructeurs d'IA, n'utilisent pas mes créations pour entraîner leur IA? Alors oui, effectivement, là on retombe sur ce que j'évoquais tout à l'heure sur la fouille de données. Donc en fait, c'est possible que des créations, dès qu'elles sont publiées, soient utilisées dans ce cadre. Mais il faut donc les marquer par un système qui soit lisible par machine. Donc le texte de loi donne comme exemple les métadonnées. Et il faut aussi indiquer dans ces conditions générales de vente ou conditions générales d'utilisation une clause comme quoi on refuse que ces données soient utilisées dans le cadre de l'exception sur la fouille de texte et de données.
Alors ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il faut faire les deux pour que d'un point de vue juridique, ça soit OK? Est-ce que l'un ou l'autre, ça suffit? Alors, le texte mentionne ces deux méthodes comme exemple de manière d'exprimer son droit de réserve. Donc, ce sont des exemples, autant faire les deux. Ouais. En tout cas, il faut absolument faire la partie technique pour que les machines puissent reconnaître en fait une donnée libre d'une donnée qui est marquée par un droit de réserve et qu'elle ne puisse pas utiliser. De manière réaliste, pour que ça fonctionne vraiment, il vaut mieux faire cette option-là, puisque ce ne sera pas forcément un humain qui va scanner les sites et lire les CGV. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire, mais du coup, moi, je me mets à la place du créateur et c'est beaucoup plus simple pour moi en tant que créateur de venir rajouter un article dans mes CGV que de venir retaguer toutes mes images, je sais pas, tout ce que je peux mettre sur Instagram, parce que j'ai même pas la main. À la rigueur, je peux le faire ce qu'il y a sur mon site. Oui. Donc c'est pour ça que je posais la question si une des deux, ça suffit, parce que je vois bien les créateurs nous regarder et se dire. Ok, mais comment je vais faire pour retaguer toutes mes images pour dire aux machines ne les utilisez pas? C'est un sacré boulot. Hein. C'est sûr qu'à posteriori, c'est un sacré boulot. Je pense Ouais. que dans le préventif, c'est un réflexe qu'il faut prendre Maintenant. maintenant pour la suite. Ouais. Puisque de toute façon, oui, voilà, la machine est en route et il vaut mieux se prémunir pour la suite en prenant cette habitude, en travaillant avec des prestataires qui vont le faire automatiquement sur les œuvres réalisées ou les photos. Et voilà. Voilà, je le dis vraiment face caméra. Du coup, premier vraiment bon conseil là, que nous donne Gliny, c'est qu'il faut appliquer tout de suite, à partir d'aujourd'hui, taguer toutes vos images avec des métadonnées pour dire aux machines qui viennent prendre les images pour nourrir les IA, non, celle-ci est interdite, ne la touche pas. Je ne sais pas s'il existe des solutions techniques, c'est une bonne question, c'est mon métier, alors je devrais le savoir, mais j'ai jamais réfléchi, du coup je ne le sais pas. Mais je pense qu'il doit exister des solutions techniques. Alors mettre des métadonnées sur une image, c'est très facile, mais est-ce qu'il existe des solutions spéciales IA? Je rechercherai et si je trouve, je mettrai ça, je mettrai un petit lien vers des apps Shopify ou des choses comme ça pour les sites internet en description de la vidéo. Ok, super, ça c'est très bon de le savoir. Du coup, oui. Et si on retourne la question, aussi, quand on va utiliser une IA, c'est intéressant de se demander où est-ce qu'elle a trouvé les données avec lesquelles elle a été entraînée. Et il va y avoir, avec justement l'IA Act, une obligation de publication d'informations de la part du système d'IA sur les sources des données utilisées. Ouais. Et ce sera possible de s'assurer qu'elle est bien respectée, en fait, ces droits de réserve de différents auteurs. Et on a des commissions, notamment le CSPLA, qui est le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, qui est consulté aujourd'hui pour définir la liste des informations qui doivent être fournies par les IA pour que les auteurs puissent effectivement exercer leurs droits et se rendre compte, si cette IA utilise tel et tel type de données, il faut que moi, je pense à les protéger. Donc ça arrive avec les obligations de transparence qui vont entrer en vigueur dans les 2 prochaines années. Là. Ok, génial. Alors, on va essayer de sortir une boule de cristal parce que là, on parle, la loi se fait bien, est bien faite et se fait bien actuellement. Mais avec les avancées qu'on voit, on va servir. Alors, ce matin même, donc là, on est en juillet. Hein, donc, ce matin même, je lisais un article sur un chercheur de chez Google qui expliquait que d'ici 2030, on allait voir une vraie avancée au niveau de l'IA jusqu'à que, on atteigne peut-être l'AGI, donc la fameuse IA plus intelligente que l'homme, ce fameux point de bascule où l'IA devient plus intelligente que l'homme. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, de ton côté, tu sais, ou tu vois, ou tu lis dans ton domaine, d'un point de vue juridique, des gens qui travaillent déjà sur le fait que l'IA pourrait devenir responsable juridiquement? Voilà, c'est une question difficile, mais est-ce que ça existe? Et ça pourrait être vachement intéressant d'avoir ton avis là-dessus. Alors, je pense que la question se pose déjà depuis quelques années. Et Ok. plus on progresse justement dans la connaissance de l'IA, moins elle devient traitée sous cet angle, en fait. Parce que l'IA responsable juridiquement, finalement, ça supposerait qu'elle ait une personnalité juridique. Ouais. Et qu'elle puisse être sujet de droits et d'obligations et qu'on puisse la contraindre d'une manière ou C'est d'une la autre. question, ouais. Et donc, finalement, le discours qui est plus employé maintenant, c'est de se dire qu'on a de toute façon besoin qu'un humain derrière mette des objectifs à cette Oui. IA. Et bien sûr, si la machine après apprend toute seule et a des capacités déployées, ça viendra quand même toujours de l'intention
de quelqu'un à la base. Et les écrits, en tout cas dans les revues juridiques à ce jour, se concentrent plutôt sur comment protéger tous les intérêts en présence et rédiger le meilleur IA Act ou les meilleurs textes pour progresser ensemble et qu'on reste en maîtrise de l'IA, plutôt que d'essayer de la désolidariser de nous et de lui transmettre une responsabilité. Parce que finalement, elle serait aussi dans l'incapacité, le corollaire de la responsabilité, c'est réparer le dommage causé. Donc, est-ce que l'IA derrière peut réparer le dommage causé, ou alors est-ce qu'il vaut mieux se baser sur des humains qui ont peut-être plus ces possibilités? Du coup, je ne sais même pas si ce serait souhaitable de donner une responsabilité à une machine. C'est un grand débat philosophique. J'ai vu aussi il y a 2-3 semaines, j'ai vu qu'un site venait de sortir un service qui permettait à des IA d'embaucher des humains pour des tâches qu'elles ne savent pas faire. C'est vraiment une entreprise qui fait bosser des IA toute la journée sur des tâches, sauf qu'il y a des tâches que les IA ne savent pas concrétiser, comme par exemple cliquer sur des captchas. On vous demande, êtes-vous un robot? Bah là, concrètement, l'IA, elle ne sait pas faire. Et donc, elle est capable, l'IA, de contacter un humain. Enfin, moi, je m'inscris sur une liste, je dis, OK, je veux bien bosser pour une IA. Elle est capable de me contacter, de me donner quelques euros et d'aller me faire cliquer sur ce truc qu'elle ne sait pas faire. Donc, c'est pour ça que, voilà, bon, est-ce qu'on peut donner des budgets à des IA pour dédommager? Bon, on part un petit peu. On part totalement en vrille, mais on part en vrille total, mais voilà. Et on tient, j'essaie toujours de tenir ces 30-45 minutes. On est déjà à 30 minutes, donc on va arriver vers la fin et vers la petite série des 10 questions. Mais juste avant, je te pose une dernière question parce que elle m'intéresse et donc je pense qu'elle peut intéresser aussi un peu tout le monde. Donc on a un IA Act au niveau européen. On n'a pas d'harmonisation au niveau mondial. Est-ce que je suis aussi bien protégé du coup par cet IA Act en Europe que je peux l'être en Asie? Est-ce que si quelqu'un vient me copier en Asie, je peux rien faire finalement? Enfin, il vient me copier, en tout cas utiliser l'IA pour me copier, que ce soit. Est-ce que je suis protégé? Est-ce que je peux rien faire? Comment? En fait, l'IA Act, il ne traite pas vraiment du droit de la propriété intellectuelle. C'est plus des règles pour construire des systèmes d'IA qui respectent les droits. Voilà. Et du coup, pour tout ce qui est copie, propriété intellectuelle, etc., on reste dans le système actuel. Cela dit, l'enjeu de ce règlement sur l'IA, c'était de ne pas être trop contraignant pour que les entreprises d'IA européennes restent compétitives par rapport à celles qui se développent autre part. Et effectivement, ça va être tout l'enjeu. Est-ce que ce règlement va répondre à son objectif de préserver l'innovation et la compétitivité des entreprises françaises ou européennes dans le secteur par rapport à ce qui se fait ailleurs et ça, c'est le... Et ils ont des équivalents, ils sortent des équivalents d'IA Act, je sais pas, aux États-Unis, en Asie. Alors, que je connais pas en profondeur, hein, mais je pense que je te demanderai pas de nous dire, mais juste s'ils ont fait un peu comme nous, mais je pense en fait. que oui, plusieurs États s'en emparent et s'emparent du sujet et voient les risques et en tout cas travaillent sur la question, chacun à son échelle. Également des institutions, par exemple là c'est encore l'Europe, mais la CNIL qui s'occupe de la protection des données personnelles a mis en ligne toute une base de données sur comment gérer ces questions RGPD par rapport à l'IA. Parce qu'en fait, chaque secteur et chaque domaine du droit voit les risques et opportunités pour sa matière et produit du contenu. Donc, effectivement, l'enjeu, c'est vraiment d'harmoniser tout ça. Et après, au niveau international aussi. Et alors, je suis désolé, j'ai plein de questions. Parce que tu fais penser, mais on n'a pas trop parlé des sanctions finalement. Est-ce qu'aujourd'hui on est dans une optique de sanctions par rapport à l'usage de l'IA? Parce que tu parlais de la CNIL, RGPD, boum, sanctions tout de suite. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui tombent ou est-ce qu'on a encore le temps de se préparer correctement à tout ce chamboulement? Alors, il y a des paliers dans le règlement. Il y aura des sanctions pour la non-coopération avec les autorités, pour l'absence de respect des obligations de documentation, de transparence, mais ça arrivera quand les obligations seront rentrées en vigueur, donc d'ici 2 ans. Ouais. Et puis, sinon, tout le système juridique existant aujourd'hui fonctionne toujours. Donc oui, une œuvre contrefaisante mise sur le marché, qu'elle ait été créée avec une IA ou non, elle est susceptible des sanctions. Donc en fait, là, ça continue. Et les sanctions en matière de données personnelles également, si elles sont mises à disposition d'une IA pour faire quelque chose, ça reste une collecte peut-être non autorisée, sans consentement, et qui est passible des sanctions qui existent aujourd'hui. Donc on n'est pas dans une zone de non-droit, et finalement l'IA est plus comme un outil qui peut servir à faire du progrès comme des choses répréhensibles appréhendées par les textes actuels. Ouais, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai lancé une veste sur le marché. Oui, mais c'est pas moi, c'est l'IA. C'est pas grave. C'est tant pis pour toi. C'est la même chose, quoi. Fallait pas. Elle ressemble trop à la Chanel. Fallait pas, quoi. Ouais. Ok.
Allez, je te pose les 10 petites questions où on répond juste par oui ou par non. Normalement, Ok. c'est pas toujours évident, mais en plus, pour le coup, il y a peut-être des questions un peu plus. Ouais, il y a deux, trois questions juridiques où tu auras peut-être envie d'approfondir. On peut le faire après, juste D'accord. après. Et là, on essaye de faire juste oui ou non. Mais tu as le droit à 2-3 secondes, même 1 minute de réflexion. On coupera la caméra, c'est pas grave. Ok. Allez, alors, première question. Est-ce que l'IA va remplacer les créatifs ou les DA dans les maisons? Non. L'IA va-t-elle détruire des emplois dans la mode? Oui. Est-ce que les œuvres créées par l'IA sont de l'art? Autrement dit, est-ce qu'on peut dire que l'IA est un artiste? Une artiste? Alors, oui pour la première partie, non pour l'autre. Ok, oui. Bah, mais bon, je me doutais un peu de ta réponse étant donné tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, hein. Euh, Question intéressante, et après on pourra peut-être approfondir d'un point de vue juridique aussi, mais doit-on systématiquement prévenir le client quand une IA a participé à une production, alors que ça soit un vêtement ou un visuel ou peu importe? Pas d'un point de vue juridique, là je te parle, là je te Oui, demande ton oui. avis, hein. Après on pourra approfondir sur le juridique. Je pense que non. Ok. Est-ce que l'IA pourrait éliminer la contrefaçon dans le luxe? La technologie. Éliminer, non. Mais ça peut aider en prévention, oui, et pour combattre la contrefaçon. Est-ce que l'IA peut tuer le savoir-faire traditionnel dans le luxe? Non. Est-ce que les prochains big influenceurs mode seront des IA? Non. Ok, on n'espère pas. Doit-on dire bonjour et merci à une IA? Oui, il faut garder les bonnes habitudes. Ouais, alors c'est pareil, on reviendra sur ça parce que je pose la question et il y a pas longtemps on me dit non mais t'as pas vu l'étude sur Stanford qui explique que c'est Stanford qui a fait ça, qui explique qu'une IA, que si tu lui dis bonjour et merci, t'as 14 ou 15% ou 19% de résultats, enfin les résultats sont 19% meilleurs. C'est vrai? Bon, j'ai été lire un peu l'étude et quand même l'étude est quand même pleine de biais et surtout la conclusion c'est que c'est pas forcément parce que tu as dit bonjour et merci à Oui. l'IA qui finalement s'en fiche, mais vraiment elle ne fonctionne pas, c'est méconnaître le fonctionnement technique d'une Mhm. IA, elle s'en fiche, mais c'est parce que les gens qui disent bonjour et merci sont en fait, comment dire, plus à même d'être des gens qui construisent correctement leur vocabulaire, qui construisent correctement leurs phrases, qui ont, voilà, qui ont un vocabulaire élaboré, tout ça. Et donc forcément, ils obtiennent des meilleurs résultats de l'IA. Mais c'est pas parce qu'ils ont dit bonjour et merci, c'est parce que de base, déjà, ils sont meilleurs pour construire et donc pour construire une instruction correcte. Voilà. Donc à tous les Oui, gens qui me c'est... disent si, il faut dire bonjour et merci, tu as des meilleurs résultats, c'est pas vrai. D'un point de vue technique, c'est pas vrai. Alors non, oui, moi c'était plus pour les habitudes. Puis après, Et pour c'est pas exactement ça. confondre quand on écrit à un collègue sur une messagerie instantanée et l'IA. Donc gardons la Mais politesse. c'est exactement Ouais. ce que tu dis, d'un point de vue habitude et donc d'un point de vue qui je suis, ce que je rends et comment je construis ma vie et tout ça, et ben là, ça devient important de peut-être continuer. Ouais. Mais par contre, je le fais pas, tu vois. Donc, bon, Faut aussi je donne gagner des du temps. leçons. Faut être pragmatique parfois. Bah, c'est vrai que je lui parle, tu vois, 100 fois par jour. Et donc, du coup, non, Oui, non, je devrais au moins lui dire bonjour une fois le une matin. fois le matin. Bonne résolution Dès pour la demain, rentrée. à la sorte, bonjour le matin. Mais sachant que j'en utilise plusieurs. Ah là là, ça va être. Bon, c'est pas grave. L'IA va-t-elle tuer la fast fashion ou la rendre plus forte que jamais? Plus forte que jamais. Hum, hum, hum. Penses-tu qu'une IA puisse un jour devenir PDG ou au moins diriger une marque? Sur l'opérationnel, oui, pas sur le créatif. Ouais, d'accord, sur la partie tout ce qui est prise de Oui, décision, on voit beaucoup etc. le duo, le créatif et le gestionnaire pour la réussite d'une marque, voilà, qui est quand même assez connu et qui fonctionne. Et pourquoi pas toute cette partie gestion, qu'elle fonctionne avec une IA, je peux m'imaginer, pas forcément le créatif. Ok. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as envie de revenir en particulier? Eh ben, on voulait revenir sur le fait de Ouais. dire ou non si l'IA avait été utilisée pour les créations. Alors au niveau juridique, dans le règlement, on a une réglementation sur les hypertrucages. C'est-à-dire que quand un consommateur, le public, peut avoir l'impression que l'image qu'il voit est réelle, mais qu'en fait il s'agit d'un montage, il faut que ce soit indiqué que c'est une IA. Ça deviendra obligatoire.
D'accord. Donc, même pour les marques dans leur communication, si elles font des petits montages sympas avec une personnalité qui porte leur t-shirt, etc., bah, il faudra indiquer que c'est fait par une IA. Ça, c'est Oui. une des rares obligations qui s'appliquent aux utilisateurs dans le règlement. Ouais. Et après, au niveau créatif, il y a des questions qui se posent. J'avais assisté à une conférence où les directeurs artistiques se demandaient, c'était une expérimentation qui avait été faite avec toutes les archives d'une marque mises dans une IA pour ensuite créer des modèles qui avaient l'ADN de la marque, mais qui étaient nouveaux. Et en fait, est-ce qu'à ce moment-là, il faut dire à la clientèle que ça a été créé? Alors, juridiquement, ce n'est pas tellement le souci, puisque les données, en plus, elles appartiennent à la marque et il n'y a pas de souci de propriété intellectuelle. Mais est-ce que le client se dit, ah ben, si c'est plus un humain qui crée derrière, est-ce que j'ai le même lien d'attachement à la marque? Ça posait vraiment question aux décideurs dans cette conférence. Et je pense que si le créatif a juste utilisé l'IA comme on utilise Illustrator ou Photoshop ou quoi que ce soit comme outil, pour améliorer son croquis, etc., c'est peut-être pas utile de le dire. On ne cite pas tous les outils qu'on utilise au quotidien sur nos ordi. En revanche, dans un projet comme ça, où c'est l'IA qui crée à partir d'archives et où le designer n'est pas tellement intervenu, à part dans tout le travail en amont pour taguer les données et donner des instructions correctes, je pense que c'est plutôt fascinant de le dire aux clients et que finalement, c'est plutôt positif de se dire qu'on participe au progrès en achetant des vêtements conçus différemment. Ouais, c'est intéressant comme réflexion, surtout que je bosse personnellement de plus en plus sur ça, sur comment est-ce qu'on met tout le patrimoine d'une entreprise dans une IA pour qu'ensuite elle puisse finalement refaire du nouveau derrière. Donc je pense que les collections by IA ou made by IA sont de plus en plus courantes dans les années à venir. Donc le dire peut-être au départ, effectivement, ça peut créer l'opération commerciale, l'opération marketing. Est-ce qu'à terme, il y aura... Je pense que les infos les plus importantes pour un consommateur sur le vêtement, évidemment, c'est le prix, mais c'est surtout la matière. Est-ce qu'au niveau environnemental, il a été fait correctement? Dans quel pays? Est-ce qu'il va durer? Comment je l'entretiens pour le garder longtemps? C'est plutôt sur ça qu'il faut se concentrer au niveau des enjeux sociétaux, environnementaux de la mode aujourd'hui, des ressources, des matières premières pour les faire, tous ces vêtements conçus par l'IA qui deviennent de plus en plus réduites. C'est peut-être plus ça l'enjeu de l'information que de dire comment ça a été dessiné donc oui, je pense que c'est au-delà de l'effet marketing peut-être dans les premiers temps, ce ne sera pas le plus important pour l'acte d'achat. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour clôturer tout ça? Est-ce que tu veux nous dire quelque chose sur toi ou si on veut te contacter? Voilà, je te laisse... Oui, alors pour me contacter, c'est très simple. Je réponds sur LinkedIn et sur Instagram, donc le compte Le Droit à la Mode. Et sur LinkedIn, c'est mon nom-prénom, Glynis Makoundou. Voilà, et si vous êtes dans le secteur de la mode, ne serait-ce que pour échanger et voilà, sur nos pratiques respectives et les enjeux juridiques que ça soulève, c'est avec plaisir à tout moment. Et sinon, suivre aussi le contenu, puisque je m'efforce d'écrire sur ces sujets sur LinkedIn, sur le blog de mon cabinet. Voilà. Oui, j'allais l'ajouter si tu n'en parlais pas, faire la pub pour parce que j'ai préparé notamment cette interview avec un des articles que tu as écrit. Donc, il y a du contenu gratuit sur tout ça qui paraît parfois... Quand on commence, je ne sais pas, on se dit peut-être le juridique, on le verra peut-être un petit peu après, puis après on se retrouve coincé. Donc, c'est intéressant quand même de tout de suite... Ton cabinet donc, est à Lyon, mais tu travailles aussi avec des marques de Paris, on est d'accord, hein? Exactement, le cabinet est basé à Lyon, mais il est conçu depuis le départ pour travailler à distance. Donc en réalité, j'ai des clients dans toute la France et aussi en Europe. Et je reçois au cabinet à Lyon et à Paris, à 10 minutes du Marais. J'ai aussi un bureau secondaire, donc voilà, où je suis quelques jours par semaine. Donc c'est possible de se voir aussi en dehors de la visio. Ouais, du coup, là, tu es venu à Paris. Oui. Alors, pas spécialement, je crois, pour le podcast, mais en tout cas, on a profité de ta venue pour pouvoir parler. Donc, vraiment, je suis vraiment content qu'on ait pu aborder tous ces sujets-là. Je te remercie beaucoup d'être venu. Merci pour l'invitation. C'était très enrichissant comme échange. J'ai beaucoup apprécié. Moi également, vraiment beaucoup. Et puis, à bientôt. À bientôt. Au revoir.